Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans French Listen, le podcast où, parfois, apprendre le français rime avec bidouillage et PDF téléchargé à la va-vite. Je suis Sandra, et je suis ravie de retrouver Bernard aujourd'hui pour explorer un sujet qui concerne beaucoup de monde en ce moment, apprendre le français seul, à l'aide de ressources numériques, surtout ces fameux PDF téléchargeables. Et bonjour Sandra. Tu sais, ce thème me fait tout de suite penser à mes premiers balbutiements en autodidacte dans la vieille bibliothèque de Chicago. Je me souviens, alors c'était un manuel de français, mais vieux comme le monde. Je crois que les pages collaient entre elles tellement c'était poussiéreux. Je me retrouvais à essayer de prononcer « bonjour » avec l'accent d'un détective privé des années 40. Tu vois le délire ? Enfin, tout ça pour dire, aujourd'hui, est-ce qu'un PDF accessible en 3 clics, ça peut vraiment remplacer, un prof en chair et en os? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah oui, alors, le boom des PDF, c'est fascinant. On a tout. Il y a les PDF pour la grammaire pure, ceux pour enrichir son vocabulaire, et même des exercices audio. Bon, parfois c'est juste marqué « exercice audio », mais il n'y a pas d'audio, c'est très frustrant. Mais l'accès, c'est ça la magie. Tu télécharges un PDF sur ton téléphone et hop, tu peux commencer, dans le métro, dans ta cuisine, même chez le dentiste si t'as 2 minutes d'attente. Et n'oublions pas, 30 jours pour parler français, le fameux PDF dont tout le monde parle sur les forums, je crois que j'ai vu son nom surgir au moins 15 fois dans la même discussion. C'est devenu le best-seller des téléchargements clandestins, si on peut dire. Enfin, ce qui prouve qu'il y a vraiment un public et un vrai besoin derrière ce type de ressources. On se retrouve à fouiller parfois plus de PDF que de livres classiques, tu trouves pas? Justement, tu vois, choisir un bon PDF, ça devient presque un art. Alors moi, je regarde surtout la clarté. Est-ce qu'on comprend comment faire les exercices? Est-ce qu'ils sont corrigés? Et est-ce qu'il y a de l'audio, disons, pour répéter les sons? Sinon, c'est comme cuisiner sans recette. Tu vois à peu près, mais tu rates toujours l'assaisonnement. Et il y a aussi la question des images. Moi, je me rappelle, une fois j'ai téléchargé un PDF, il avait l'air génial, mais alors il était bourré d'erreurs. C'est en voyant des exemples complètement absurdes, genre le chat mange la lampe, mais dans un contexte grammatical, censé expliquer les articles, là je me suis vraiment dit « Oups, faut toujours vérifier un minimum les sources, ou au moins jeter un œil aux avis s'il y en a. » Mais tu sais, même avec le meilleur PDF, tout se joue sur l'organisation, hein. Je dis souvent, c'est un peu comme une ruche. Sans, disons, un plan de vol précis, tout le monde s'éparpille et au final, il n'y a pas une goutte de miel. Et pour l'apprentissage, sans organisation, tu ouvres un PDF par-ci, un PDF par-là, tu ne sais même plus quel chapitre t'as terminé. Oui, alors, pour ne pas se disperser, il y a cette astuce de découper les objectifs semaine par semaine. Genre, cette semaine, je bosse les articles définis. La semaine prochaine, les verbes du premier groupe. Et, alors ça peut paraître scolaire, mais j'utilise Trello. C'est pas seulement pour les pros ou les startups. Tu peux déplacer tes petits blocs, chapitre 2 fait, audio révisé. Et c'est incroyablement gratifiant, même un peu addictif parfois. Et la question de la prononciation. On m'a souvent demandé, mais apprendre le son français juste avec un PDF, c'est possible? Franchement, à moins d'être un caméléon linguistique, c'est compliqué, hein. Donc pour moi, le PDF doit absolument être accompagné d'audio. Il y a des sources comme Français Facile ou Duolingo Stories qui mélangent les deux, et franchement, ça change tout. Ah, tu m'étonnes. Les fameux U et OU, c'était l'enfer pour moi au début. Parce que tu lis dans le PDF, prononcer U comme dans lune. Mais moi, j'entendais louloune. Et c'est là que j'ai compris l'importance de l'audio. Sinon, je serais resté bloqué à la première leçon. Je compatis vraiment avec ceux qui galèrent sur ces sons-là, hein. Justement, Bernard, toi qui as testé 1000 méthodes, comment tu fais pour garder la motivation, surtout quand on apprend en solo? Parce que franchement, les baisses de régime, c'est fréquent. Alors déjà, j'essaie d'arrêter les sessions marathon. Je préfère le micro-apprentissage, genre 10 minutes par jour, plutôt qu'une grosse heure le dimanche où de toute façon, je décrochais au bout de 15 minutes. Et puis, j'anime un club de lecture en ligne, tu sais. On choisit un PDF, un chapitre par semaine. Chacun partage ses difficultés, ses petites victoires. Ça crée un mini-engagement social. Même à distance, ça booste la régularité. C'est sûr que la régularité, c'est la clé. Mais il y a aussi des pièges un peu sournois quand on est autodidacte. Par exemple, vouloir tout lire et jamais oser parler.
ou alors apprendre passivement, sans vraie mise en pratique. Parfois, c'est aussi le perfectionnisme. On se bloque en attendant de parler parfaitement. Résultat, on parle jamais. Tu veux un exemple? Une fois, j'ai mémorisé, je crois, 500 verbes irréguliers. Tu imagines? J'étais persuadé d'être au top, sauf que, dans la vraie vie, je savais même pas commander un café autrement qu'avec des gestes. C'est en essayant pour de vrai que tu t'aperçois que, la pratique, y a rien de mieux. Les listes, c'est bien, mais faut pas oublier le terrain. C'est là qu'intervient la diversité des supports. Moi, je conseille toujours. Mélange tes PDF. Un peu de grammaire sérieuse, un zeste de jeu avec un PDF style mots croisés ou quiz, une petite histoire courte pour rire. Et il y a des ressources incroyables sur la BNF, même sur Internet Archive. Tu peux construire ton propre programme sur mesure, presque comme un chef qui assemble ses ingrédients préférés. Et ça permet d'éviter la lassitude, justement. Changer régulièrement de support, c'est un antidote. Quand tu satures d'exercices, hop, tu te lis une micro-nouvelle, ou tu passes sur un PDF interactif avec des petites questions. Faut savoir s'autoriser à bifurquer parfois. C'est la seule façon de tenir sur la longueur. D'ailleurs, on a reçu ce message d'un auditeur, François, qui écrit « J'ai appris le français tout seul, avec 3 PDF et un vieux dictaphone. Mais parfois, j'avais besoin d'un ami pour me corriger. Sinon, impossible de savoir si j'avançais vraiment. » Je trouve que ça résume bien le double tranchant de l'autodidaxie. Mais tellement. Le sentiment d'isolement, de ne pas avoir de feedback, c'est un vrai défi. Moi, ça me rappelle mes premiers pas en apiculture. Désolée, tangente de fille à abeille. Impossible de progresser sans communiquer, même virtuellement, avec des gens qui partagent tes doutes et tes réussites. Que ce soit un forum ou juste un petit groupe WhatsApp d'apprenants, ça fait une énorme différence pour tenir le cap. Bon, mettons des pieds dans le plat. Si je devais conseiller 3 PDF gratuits pour bien débuter, ce serait Français facile pour la progression claire, Lingolia, excellent pour les explications synthétiques, et Open Culture pour la variété. Tu as de tout, même des histoires audio. Et je complète ta liste avec une astuce. Combine ton PDF préféré avec une chaîne YouTube, comme Français Authentique. Parce que lire, c'est bien, mais entendre le français vivant, ça change tout à la compréhension orale. Alors Bernard, toi tu crois que l'autodidaxie va devenir la norme pour apprendre une langue? Bonne question. J'ai tendance à penser que l'apprentissage solo va exploser, mais les échanges humains, même en virtuel, resteront essentiels. L'idéal, ce serait une grande ruche d'apprenants, tous connectés par des PDF, des audios et un peu d'encouragement collectif. Et toi, Sandra, tu miserais tout sur l'autodidaxie ou tu crois qu'il restera toujours besoin d'un prof? Je crois que c'est un peu des deux en fait. L'autodidaxie ouvre plein de portes, mais pour avancer vraiment, l'interaction reste magique. En tout cas, ce sera passionnant de suivre comment tout ça évolue. Merci Bernard, et merci à vous qui nous écoutez. Merci Sandra. Restez curieux et continuez à bidouiller, explorer et partager vos trouvailles. On se retrouve vite pour un nouvel épisode de French Listen. À bientôt Sandra. Salut Bernard, à la prochaine et bon apprentissage à tous, que ce soit version PDF, abeille ou jazz. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Vous avez déjà eu cette idée, se remettre au français, ou peut-être vraiment passer au niveau supérieur? Ah oui, c'est un grand classique. Mais tout de suite, il y a la question qui fâche, le financement. On se dit souvent qui va payer pour ça, surtout si c'est dans un cadre professionnel. Et c'est une question très concrète en France, parce qu'il y a tout un système qui a été pensé pour ça. Un système assez particulier. Et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va décortiquer cette mécanique. La fameuse machine du compte personnel de formation, le CPF. Exactement. Mais avec un angle bien précis, les formations en langue française. Et pour ça, on a pas mal de sources. Oui, on a un bon dossier. On a la page d'un organisme de formation, Educastream, un guide officiel, le guide E2F, qui est assez technique. Très technique même. Une page du site du gouvernement qui nous parle d'une nouvelle règle financière. Et enfin, un tableau qui peut paraître un peu austère, mais qui est en fait la liste de toutes les certifications de français reconnues. Notre mission donc, c'est de regarder ce système sous 3 angles différents. D'abord, du point de vue de la personne qui veut apprendre. Ensuite, du côté de l'organisme qui vend la formation.
Et à la fin, on prend un peu de recul pour comprendre la logique globale de tout ça. Parfait. Alors allons-y. Mettons-nous à la place de quelqu'un qui veut se former. Le CPF, le compte personnel de formation, c'est quoi concrètement? C'est une sorte de cagnotte. Une cagnotte en euros, pas en heures, que chaque personne qui travaille alimente automatiquement. D'accord. Et il faut bien saisir la philosophie qu'il y a derrière. Ce n'est plus l'entreprise qui décide de tout. L'idée, c'est vraiment de donner le contrôle à l'individu. De lui donner les clés du camion en quelque sorte. C'est ça. Le système dit « Voici votre budget, il vous suit toute votre carrière, même si vous changez de boîte. Et vous l'utilisez pour ce que vous pensez être utile. C'est un vrai changement. » Et ça, des organismes comme Educastream, notre première source, l'ont très très bien compris. Leur page web, c'est un cas d'école. Ah oui, c'est très bien fait. Tout est là pour simplifier. La flexibilité, des cours en visio 24/7, la qualité, des profs natifs, et l'argument massu, Je vois où tu veux en venir. montez votre dossier de financement CPF avec nous en 5 minutes chrono. On a l'impression que c'est aussi simple que de commander un repas en ligne. C'est une promesse marketing très forte. Mais c'est là qu'on rencontre le premier rouage important de la machine. Ah, Pour que le CPF puisse payer une formation, n'importe laquelle, il y a une condition absolument non négociable. il faut que la formation débouche sur quelque chose de concret. Exactement. Elle doit obligatoirement préparer à une certification reconnue par l'État. Le but, ce n'est pas de se payer des cours pour le plaisir. L'État finance, mais il veut un retour sur investissement, un papier officiel à la fin. Un diplôme. C'est qu'un point crucial, donc on ne finance pas l'apprentissage en soi, on finance l'obtention d'un certificat. Educastream met en avant la certification Chloé, par exemple. Et ce n'est pas un petit quiz de fin de chapitre. Non, c'est très sérieux. Il y a 2 parties. D'abord, un test écrit en ligne, mais attention, il est adaptatif. C'est-à-dire, C'est-à-dire que la difficulté des questions s'ajuste en temps réel à votre niveau. Ça couvre la grammaire, le vocabulaire, tout. Et ensuite, il y a un oral. Un entretien de 15 à 20 minutes avec un évaluateur humain. et la source précise bien qu'il y a une mise en situation professionnelle. J'imagine qu'on ne fait pas que se présenter. Non, pas du tout. On va vous demander de simuler une situation de travail. Un appel client, une négociation. L'objectif est de valider une compétence qui est directement utilisable en entreprise. D'accord, c'est très orienté emploi. Complètement. Le système est tourné vers l'employabilité. Bon, alors j'ai des droits sur mon compte, je trouve une formation certifiante qui me plaît, tout semble parfait, je clique, j'utilise mes droits, et c'est parti. Sauf que, Sauf qu'il y a un petit grain de sable. qui vient de notre source gouvernementale moncompteformation.gouv.fr. Il y a une nouvelle règle. Un grain de sable qui coûte très exactement 102,23 €. C'est la participation forfaitaire obligatoire. Alors attends, ça c'est un peu fou. Même si j'ai assez d'argent sur mon compte CPF pour payer toute la formation, je dois quand même payer de ma poche 102,23 €? C'est exactement ça. Ça peut paraître contre-intuitif, oui. Quelle est la logique? La logique affichée par l'État, c'est de responsabiliser. Il y a eu beaucoup de dérives, des arnaques, mais aussi des gens qui s'inscrivaient à des formations un peu à la légère parce que c'était gratuit. D'accord. En demandant cette somme, même si elle est modeste, l'idée c'est de s'assurer que la personne est vraiment engagée. C'est une sorte de ticket d'entrée pour dire « je prends mon projet au sérieux ». Le site du gouvernement donne des exemples très clairs. Premier cas, la formation coûte 1 000 €, j'ai 1 000 € sur mon compte, je ne paye pas 0. Non. Mon CPF couvre 897,77 € et moi, je dois payer les 102,23 €. Mais le deuxième cas est encore plus étrange. Oui, c'est là qu'on voit que c'est vraiment un forfait. Disons que la formation coûte toujours 1 000 €, mais que je n'ai que 950 € sur mon CPF. Logiquement, je devrais payer la différence, soit 50 €. Eh ben non. Le reste à charge de 50 € est remplacé par la participation obligatoire. Donc on devra payer 102,23 €. C'est une règle un peu dure. C'est une règle un peu brutale, oui. Et pour être bien sûr qu'il n'y ait pas d'arrangement, le site précise qu'il est formellement interdit pour l'organisme de rembourser cette somme. Pas de cadeau, pas de tablette en compensation. Le système est verrouillé. C'est une façon de s'assurer que la règle est appliquée. Le message pour la personne qui se forme est clair. Le CPF, c'est une aide énorme, mais ce n'est plus totalement gratuit. D'accord, donc du côté de l'apprenant, c'est limpide. Mais passons de l'autre côté du miroir. Pour un organisme comme Educastream, comment ça se passe? J'imagine qu'on ne peut pas juste créer un site et mettre le logo éligible CPF. Ah non, c'est même tout l'inverse. Quand on lit le guide EDOF, notre source technique, on se rend compte que c'est un univers
ultra réglementé. EDOF, c'est la plateforme de l'État? C'est ça, c'est l'arrière-boutique où les organismes doivent tout déclarer. Et pour y avoir accès, il y a 2 grosses barrières à l'entrée. La première, c'est la certification Calliope. Calliope, on en entend beaucoup parler. C'est un label de qualité, en gros? C'est ça, obligatoire depuis 2022. C'est un audit très poussé qui vérifie tous les process de l'organisme. Sans Calliope, impossible de toucher un seul euro de fonds publics, y compris le CPF. D'accord. Donc Calliope, c'est un peu le permis de conduire général pour les organismes de formation. Mais ça ne suffit pas. Non, c'est la deuxième barrière. C'est ce qu'on appelle l'habilitation par le certificateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'organisme doit avoir l'autorisation explicite du propriétaire de la certification. Pour reprendre l'exemple d'Educastream, ils doivent aller voir la CCI France, qui possède le certificat Chloé, et leur demander la permission de préparer des candidats. Ah, d'accord. Et la CCI va vérifier leur méthode, leur formateur, avant de donner son feu vert. C'est un double verrouillage, en fait. C'est comme s'il fallait le permis de conduire général, Calliope, et en plus une licence spéciale délivrée par le créateur du test. C'est une excellente analogie. Ça a été mis en place pour garantir que la formation prépare vraiment bien à l'examen. C'est une garantie de qualité supplémentaire. Et le guide EDEF montre que tout est rigide, même la façon de décrire son offre. Il y a 3 niveaux: la formation, l'action et la session. C'est un formulaire administratif géant. On sent bien l'administration française derrière tout ça. Chaque détail est contrôlé. Ce qui m'amène à une question. Si un organisme doit être habilité, ça veut dire qu'il doit choisir ses certifications dans une liste qui existe déjà. On arrive au cœur du système. Et c'est là que notre dernière source, le tableau du Cariforef, est passionnante. Ce n'est pas juste une liste, c'est la carte du territoire, le menu officiel dans lequel tous les organismes sont obligés de piocher. Et ce menu est assez varié en fait. Il n'y a pas que du français général. On trouve le CLE bien sûr, mais aussi la certification Le Robert ou le fameux certificat Voltaire. Ah, le certificat Voltaire. Très axé sur l'orthographe. Le cauchemar de beaucoup de gens. Oui, et à côté de ça, il y a des outils très spécifiques. Le TCF-IRN ou le TEF-IRN. IRN, ça signifie intégration, résidence et nationalité. Ce sont des tests obligatoires pour les étrangers qui veulent une carte de résident ou la nationalité française. Le CPF peut donc financer une étape clé de leur parcours d'intégration. Et il y a encore plus spécialisé. Je vois dans le tableau un diplôme de français professionnel pour le tourisme, hôtellerie, restauration. Il y en a un pour la santé, un pour les affaires. C'est d'une précision incroyable. Il y en a même un, si je lis bien, pour la maîtrise des compétences clés de la propreté. C'est fou. Ça montre que le système essaie de coller aux besoins réels du marché du travail. Mais la colonne la plus importante de ce tableau, c'est celle qui dit « éligible CPF ». Parce que ce n'est pas automatique. Non. L'État fait le tri. Et c'est là qu'on a une vraie surprise. En parcourant la liste, on s'attend à voir les diplômes les plus connus, les stars internationales, comme le DELF et le DALF. Et Eh bien non. Le tableau indique « non » dans la colonne « éligible CPF ». quoi? Ça, c'est incroyable. Le DELF et le DALF ne sont pas finançables par le CPF. Pas selon ce document officiel, non. C'est une information capitale. Ça signifie qu'un diplôme, même très prestigieux, peut ne pas correspondre à la philosophie du CPF, qui est très orientée vers la compétence professionnelle immédiate. Ils sont peut-être jugés trop académiques. C'est une hypothèse. En tout cas, ça nous ramène à notre point de départ. L'organisme comme Educastream, il ne choisit pas ses certifications au hasard. Il analyse ce tableau, il regarde où est le « oui » dans la case CPF et il construit son offre à partir de là. Tout est lié. Le choix du Chloé et du Robert n'est pas un hasard. On vérifie dans le tableau, elles sont bien éligibles. C'est un choix commercial qui est entièrement contraint par ce cadre réglementaire. D'accord. Bon, si on essaye de résumer tout ça. Pour la personne qui veut apprendre, le CPF, ça reste une super opportunité. Une opportunité en or, oui. Mais il y a maintenant ce ticket d'entrée à payer et l'obligation de viser un diplôme. Ce n'est plus « j'apprends pour le plaisir ». Côté organisme, c'est un marché énorme, mais c'est devenu une forteresse. Il faut montrer patte blanche avec Calliope, obtenir les autorisations. C'est un parcours du combattant pour écarter les amateurs. Et si on regarde le système dans son ensemble, ce n'est pas qu'un distributeur d'argent. C'est une machine très contrôlée qui vise à orienter la formation vers des compétences jugées utiles pour l'économie. Tout à fait. En synthèse, le dispositif français cherche un équilibre entre 3 choses. Garantir la qualité, avec Calliope, assurer la pertinence, pour l'emploi,
avec les certifications, et s'assurer de l'engagement de la personne avec la participation financière. Ce n'est pas un accès libre au savoir, c'est un parcours fléché vers l'employabilité. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une question pour la route. On a bien vu que tout le système est obsédé par l'idée de compétences professionnelles prouvables. Mesurable, oui. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que cette focalisation sur l'utilité professionnelle influence la manière dont on enseigne et on apprend une langue ? Est-ce qu'on apprend encore le français de la même façon si l'objectif final, c'est de réussir une simulation de vente plutôt que de lire un roman de Proust ou simplement de pouvoir discuter avec des gens en voyage ? Autrement dit, est-ce que la finalité du financement ne finit pas par redéfinir la nature même de l'apprentissage ?